Yo! Je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Je reçois à mon podcast deux gars que j'ai jamais vus de ma vie. J'ai jamais eu une conversation avec eux avant mon podcast. Les deux gars en question, c'est les deux comédiens Émile Schneider et Hugolin Chevrette. J'espère que je l'ai bien dit. De toute manière, ils me connaissent pas, fait que c'est pas grave. S'ils sont fâchés, je le saurai jamais. C'est deux super comédiens et aussi auteurs qui ont écrit et créé et jouent dans la web-série La Loi, c'est la loi sur TV5. Une superbe web-série. C'est une web-série sur deux policiers chevronnés, fucked up. C'est humoristique. Et ce qui s'est produit, c'est que leur productrice m'a écrit sur Instagram. Ils m'ont dit « Yo, fais un podcast avec mes deux comédiens, ils sont drôles. » J'ai dit « OK. » Et c'est voir la web-série. J'ai aimé ça. Et les deux gars me font beaucoup rire. Ils sont confinés ensemble, ce qui me fait beaucoup rire. Ils sont confinés ensemble. Ils ont une vitre entre les deux. Ils boivent et ils me content leur processus créatif. Et j'ai adoré ça. Je trouve ça super. Des fois, ça coupe parce que ils sont dans le bois. Et le Wi-Fi est pas super dans le bois. Alors, ça donne ce que ça donne. J'ai essayé de couper les segments qui étaient vraiment désagréables. Pas parce que les propos des gars étaient stupides, mais parce que des fois, ça coupe et c'est pas super le fun à écouter ni à regarder. Sinon, s'il vous plaît, allez voir la web-série. C'est deux comédiens super. C'est officiel que beaucoup d'artisans dans cette web-série-là vont faire des grandes choses. J'en suis convaincu. Sinon, je suis heureux de la découverte que j'ai faite. Je suis content. C'est mon premier podcast avec deux comédiens et c'est une des rencontres les plus inusitées que j'ai eues. Ils n'ont jamais fait de podcast de leur vie, mais ils sont ouverts, ils sont drôles, ils ont de quoi à dire et ils sont libres. Et à mon avis, c'est des éléments qui font un super invité de podcast. Sur ce, je me tais et je vous laisse avec Émile Schneider et Hugolin Chevrette. Bon podcast! Hugolin et Émile, what's up? What's up, man? Merci de l'invitation. Vous êtes les meilleurs gars. Vous êtes le meilleur confinement. C'est extraordinaire. C'est quoi? C'est une roulotte? Où vous êtes? Hey, man, c'est un comment t'appelles ça? C'est un Airstream. Airstream. C'est quoi un Airstream? On est dans un endroit secret. On est confinés, moi puis Hugolin, pour l'écriture de la saison 2 pendant un mois. OK. On voit pas nos enfants, puis ils viennent des fois par la porte, là, puis on leur donne du temps. Mais sinon, on est isolés, ça. Ah, c'est extraordinaire. OK, on met un peu en contexte. Vous êtes deux comédiens qui ont créé et qui jouent, qui a créé une série sur TV5 qui s'appelle La Loi, c'est la loi. Premièrement, comment vous êtes rencontrés? Pour vous, la série, vous avez vraiment l'air à triper ensemble. Vous êtes rencontrés comment? Qui vous êtes? Ah, c'est une histoire qui date de longtemps. En fait, je l'ai vu naître, Émile. Carrément. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il m'a pris bébé. J'étais chez lui quand sa mère accouchait. Là, on était avec son père, puis on attendait des nouvelles, genre. Ouais. OK. Toujours. Ouais, c'est ça. Nos parents sont de vieux amis d'enfance, quoi. Ouais, ben, d'enfance de jeunes adultes, quoi. Ouais. Aïe, OK. Et vous êtes devenus amis quand? Parce que je pense pas que tu peux être ami qu'un bébé. Je pense pas que... Ben, regarde, nous autres, on a 18 ans de différence. 12 ans de différence. 12 ans. Donc, forcément, à une certaine époque, c'était mon petit frère. Ouais. Il me rappelait là, récemment que j'allais le chercher en moto. C'était mon grand cousin cool. Il est descendu en speedbike, j'avais 10 ans. Puis, il m'a amené à 160 à Montréal, dans son loft. Puis là, moi, en ce temps-là, c'était légal, tu sais. En ce temps-là, c'était légal, pas de casse, allait vite. Ouais. En sandales. Ouais. C'est ça, moi, ça a toujours été comme un grand frère, un grand cousin. Moi, j'ai toujours vu comme mon ami, mais ça, comme une figure aussi familiale. Là. Même si on n'est pas de sang, c'est comme de sang, c'est la même chose. Là. On s'est toujours connus. Puis on a toujours puis comme, voilà, assez rapidement, tu sais, il était artiste, hein, Émile. Il a toujours dessiné, il a toujours été intéressé, il a toujours eu un œil comme ça. Qui magnifiait la réalité depuis très longtemps et comme ça, tu sais, fait que puis moi ma mère aussi était comédienne, tu sais, fait que elle était sa marraine, donc il y avait ce lien, tu sais, fait qu'on il est entré à l'école de théâtre et puis Quelle année? J'ai fini en 2011, fait que je suis rentré en 2008 ou 2009. Gros, vite comme ça, avec qui t'étais? J'étais dans mon année. Ouais. Alexa-Jeanne Dubé, Catherine Paquin-Béchard, Alexa, d'ailleurs, qui est dans la série, dans les premières scènes. Hein. C'est ma vieille pote, Alexa.
Ah, on est sorti de l'école en même temps, sauf que moi, je suis sorti de l'école de l'humour en 2010. Ah oui, t'as fait l'école ouais, d'humour? OK. Ouais, moi, j'ai fait écriture humoristique en 2010. OK, cool. Ouais, fait qu'on est à peu près de la même batch, là. On est sortis dans les mêmes eaux. Très, très cool. Puis c'est ça. Puis Hugolin, moi, j'ai voulu lâcher souvent. C'est ça, il était tannant un peu, à un moment donné. OK, parle-moi, s'il te plaît, de l'école de théâtre. Moi, j'adore parler d'école de théâtre parce que c'est tellement différent de l'école de l'humour. Parce que, premièrement, vous, à l'école de théâtre, vous faites l'amour entre vous. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, tout le temps. Ouais, c'est lubrique. Mais, ouais. Mais c'est pas juste lubrique. Non. Non, c'est surtout c'était pris entre la rêverie, entre un travail acharné, vraiment de malade, plein de questionnements humains. C'est comme une thérapie de 10 ans accélérée, là, une école de théâtre. Puis en même temps, t'es pris avec des égos, avec plein d'affaires, plein de rapports humains. T'as le gars ou la fille déjà qui commence à être approché par des metteurs en scène. Et... Tout le monde qui se mange là-dedans. Moi, ça m'a jamais vraiment pas intéressé. Puis c'était vraiment le théâtre. Il n'y a pas ça à l'école de l'humour. On est... Non, pendant un an, on s'aime toutes. C'est ce que Il n'y en a pas qui ont des contrats qu'on les haït. Là, ça arrive pas, ça. C'est ça. Mais l'âge n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui est quand même différent. Puis il y a un feu. Tu découvres quel genre de bébite que t'es. Fait que ça rentre profond. Puis, donc, c'est normal que ça exacerbe tout ça. Mais je t'avoue qu'en rentrant, ça a été plein de défis. Mais quand je suis arrivé, j'avais déjà fait 2 ans en cinéma au cégep. Puis, ça faisait longtemps que c'était dans ma tête. Ça faisait depuis que j'avais 12 ans. J'ai toujours voulu y aller. Puis c'est ça. Mais il y a un moment où mentalement, là, j'étais plus sûr que c'était de cette façon-là que je les parvenais. Puis Hugolin m'a dit si tu lâches mon petit tabarnak. Toi, Hugolin, est-ce que tu as fait l'école de théâtre? Non, c'est ça aussi. C'est pour ça que je l'enviais beaucoup. Moi, j'ai pas connu ce voyage en troupe-là. J'ai fait du théâtre de 15 à 18 avec au TNM, avec des gros acteurs, Jean-Louis Millet, tout ça. J'ai eu la chance de travailler avec André Brassard sur des shows de Michel Tremblay. Fait que j'étais avec la grosse gang. C'est ça. Mais quand c'est arrivé, moi, j'étais déjà un peu plus vieux. Puis j'ai toujours... moi, j'adore les tripes de gang. Hein. C'est pour ça que La loi, c'est la loi. C'est le plus beau projet auquel j'ai participé parce que franchement, on s'est soudés, on s'est intriqués, toute la gang avec les techs et tout. Je veux dire, si ça recommence, on colle tout le SWAT. C'est un SWAT troop. Donc ça, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai dit à Émile spontanément, j'ai dit, mon petit Chris, man, si tu lâches ça, mon petit tabarnak, man, fuck you, man, je t'aiderai pas, Chris, parce que moi, j'aurais aimé ça faire ça, man. Là, t'es dedans, man. Va donc jusqu'au bout, Chris. Pourquoi tu l'as lâché? Je trouvais toutes les guerres certaines guerres d'ego. Il y avait un chemin. J'avais vraiment envie qu'on s'isole, qu'on se joue, qu'on soit là. Puis pas les trucs de jugement, puis tout ça. Puis il y avait plein de paramètres aussi extérieurs personnels, des trucs fucked up, puis des remises en question, puis comme n'importe quoi. Généralement, tu fais l'école de théâtre entre 18 et 24 ans, puis à tout à 24 ans, tu sais pas t'es qui, là. Ben voilà, tu sais pas t'es qui, tu te cherches, puis ce qui était sûr, c'est que je voulais le faire, mais j'étais comme, j'allais m'isoler en Russie, je vais aller dans la terre battue, là, avec l'école de Grotowski, puis je vais aller chercher, là, je vais aller me faire violence, tu sais, puis en même temps, il me manquait de discipline, je faisais beaucoup le party, mais quand j'arrivais, par contre... Moi, à l'école de l'humour, on m'appelait les lèvres bleues. Les profs m'appelaient les lèvres bleues parce que j'avais toujours les lèvres mauves de vin de la veille. C'était en panique de lendemain de veille, J'avais toujours, c'était tout le temps, j'avais toujours des lèvres bleues de vin de dépanneur. Puis là, je racontais mes opinions humoristiques, puis je disais, oh, mais t'es lendemain de veille, c'est peut-être pas nécessaire que tu parles. Mais ça fait partie de la lutte, tu sais, il faut souffrir, puis tout ça, puis tu te découvres, puis tu vas être déchu, puis tout ça. Oui. Tu perds du temps à faire ça, tu sais, quand tu réalises que tu perds ton temps, tu as beaucoup de plaisir, mais si t'es là, tu peux pas arriver pendant la générale 5 minutes avant que le rideau il lève et que t'es le personnage principal, tu peux pas faire ça, puis ça, je l'ai compris assez vite. Mais je l'ai fait, je le regrette pas, puis j'ai tellement appris, puis c'était des rencontres d'amour exceptionnelles, puis un apprentissage. Avez-vous déjà joué sur scène gelée? Au secondaire, en improvisation. Ah, ça doit être cool, ça! Ouais, d'ailleurs, j'étais avec plein d'amis que tu dois connaître, là, Yannick Demartino. Bien sûr! Avec JF Ruel, Yes McCann. C'était notre équipe d'impro. C'est donc bien cool! Tu jouais contre, mettons, des Arnaud et des Mehdi? Tu jouais contre Arnaud et Mehdi? Arnaud, je sais pas si on a déjà joué ensemble. On s'est croisés. En tout cas, on se croisait d'amis. On avait des amis en commun, mais je pense pas qu'on a déjà été dans l'arène ensemble. OK. Mais plein d'autres. Wow! C'est vraiment cool. Ouais. Et, OK, comment c'est quoi la genèse de ce projet-là? Comment c'est parti? Comment vous êtes retrouvés en disant « Hey, on va être 2 polices bizarres ». Alors,
On fait un projet indépendant de film qui a duré 1 an et demi sur lequel Émile est premier rôle. Let's go! OK? Moi, je tourne aussi dans ce film-là. Puis, il y a des scènes dans le film qui sont on tourne un film dans le film. Moi, je suis un cinéaste là-dedans, puis je fais du cinéma indépendant, puis tout ça, je tourne les femmes, puis je les tourne en noir et blanc, tout ça. Je suis une espèce de pété, puis à un moment donné... Mais c'est un douchebag qui fait des films d'auteur. Ouais. C'est vraiment un drôle de personnage. On comprend pas tous s'il veut les fourrer ou les filmer. Puis- Mais C'est toujours le cas, hein? Ce qui est toujours même dans la vraie vie. Même, je veux dire, c'est comme ça, anyway. Il y en a que c'est comme ça, hélas. Mais puis moi, je faisais un monteur un peu schizophrène borderline, en tout cas, qui a besoin de pilules, puis qui est enfermé dans son œuvre, puis qui se fait dévorer par son œuvre. Un film qui s'appelle 2011, juste avant que tu appelles, le Réal m'a appelé. Ça fait 3 ans qu'on a fini le film. Il vient de m'appeler, il t'a appelé. Ouais. Puis il vient de le terminer pendant le Corona, il vient de le mixer. Ça va sortir, film de genre 2011, Alexandre Ouais, ça va Prieur. être pété. Mais c'est pété. d'objet, là, Ah tu sais, ouais. mais c'est fait vraiment, là, c'est entre des fois le série B, puis des fois, vraiment, il y a des estis de bons dialogues, il y a des affaires vraiment intéressantes, mais on a fait ça avec les moyens du bord, pas tant des grosses caméras, une équipe de 8 personnes dans un 2,5, pendant 1 an et demi, tous les mois, 2 jours, 2 week-ends. Mel Studio nous passait le matériel gentiment, plein de monde sont passés. On a fait ça en tout, je pense, avec 6 000 $, genre 10 000, on va dire, max. Ah non, Stanley Kubrick, C'est un vraiment pété, là, un un gars qui a processus. travaillé, on tournait chez lui, il a transformé son appart pendant 2 ans, man. Non, il a fait une fresque avec des pauvres man qui ont un affaire. Ça va être un objet. Je Oh, sais oui. plus avec le temps, là, j'ai un peu peur de le voir, mais on a mis beaucoup d'amour. Puis Ouais. il y avait une scène où on faisait une prise de son pour le film que Hugolin réalise dans la fiction. Et on faisait du bruitage, donc il y avait des melons, il fallait qu'ils fassent des bruits un peu juicy, comme des coups de poing sur la gueule, je sais pas trop, il y avait un coup de Des films de trucs d'horreur, en tout cas, ça prenait des sons gore, tu Puis sais. il piquait des melons, puis il y avait juste un plan qui reculait comme ça. Puis moi, j'étais perchiste avec mon affaire grande perche, grand maigre, là, avec ma perche. Puis je le prenais comme ça. Puis Moi, il était ben, complètement primé. sérieux à taper le melon avec le Clac, couteau. clac, 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 un peu trop primé, tu sais. Puis la scène, honnêtement, dans le cadre, la grande perche, puis Golin avec ses gros biscottos qui frappent des melons. Tout de suite, on a vu qu'il y avait un timing comique étrange. On s'est mis à rigoler, on regardait les roches le soir. Et on s'est mis à rire, là. On trouvait ça drôle, Chris. Là, j'ai dit, Émile, on est drôle en Chris, tous les deux, à l'écran. C'est vraiment drôle. Et après le tournage, assez rapidement, on a commencé à faire des dojos. On se voyait, on écrivait des trucs, mais un peu toutes sortes de choses. On brainstormait, tu sais. OK. Et puis, des duos, puis forcément des duos de flics, parce que moi, la police, il y a de l'action, tout ça. Moi, j'aime faire des cascades. Fait que tout de suite, c'était quelque chose d'intéressant. Et j'ai toujours eu un profond respect pour la police et en même temps Une certaine un aversion. regard sur la police et sur la loi, sur les lois en général, tu sais, et la façon de les appliquer, tout ça, la façon de faire de la pédagogie là-dedans, parce que ça reste de la pédagogie. À mon sens, à moi, maintenant, bon, c'est un peu devenu comme des banquiers, là. Ils sont au service de la machine un peu, puis des fois, ben, ça les fait chier. Hein. Il y en a plein qui ne veulent pas donner d'étiquette, esti pour rien, puis les quotas, ça les fait chier en crise. Mais bref, on loue des vestes par balle, des plaques, puis on va faire un test d'improvisation. Tu sais, pour se commettre. On est parti quand même avec des faux guns, des plaques, une lumière de police dans le char. On est allé filmer sur le pont entre le casino de Montréal, on peut le dire, là, c'est pas correct, là. C'était pas trop légal. Puis on est parti avec nos trucs, puis on faisait semblant de tuer des chars pour juste se mettre dans l'adrénaline. Puis on se promenait dans Montréal, on baissait les fenêtres, puis on... Hey, madame! Non, ouais, on mimait. Là, tu vas, dépose. Là, tu déposes ton balai à neige, madame! Là, ça fait on a fait... C'est ça, on a comme créé des personnages en dojo réel dans la ville, en théâtre invisible. Ouais, en théâtre invisible, avec un téléphone. On a tout shooté. Je vous imagine expliquer ça à des polices. On fait du théâtre invisible! On fait du théâtre invisible! Pardon? Ça aurait passé, pas pantoute. Mais, non, je pense pas. Mais mais c'est extraordinaire, ça. Fait que ça a comme dormi un bout. Puis, écoute, il est arrivé un événement tragique dans nos vies. Il y a 2 ans maintenant. La maman de Hugo, qui était ma marraine, elle est partie au ciel, donc de façon très brutale. Elle s'est enlevée la vie. Donc, OK. C'est intense. Donc, moi, c'était... Sans aucun signe, sans rien. Moi, elle m'a laissé du soleil, Thomas, je te jure, man. L'amour de la vie, tout ça, ça a été quand même brutal. Et puis, en même temps, j'ai peut-être compris assez rapidement qu'elle m'avait préservé aussi de ce côté d'elle qu'elle était aussi fondamentalement. C'est ce qui l'a probablement mené jusque-là. Mais cet événement brutal nous a réunis
de façon aussi brutale. Tu sais. Lui, ça a été la deuxième personne à qui je l'ai annoncé, là. Fait que, Tu sais, ouais. donc, on a vécu un esti de roller coaster Un esti de 3 jours, tornade Thomas, de man. Là. pouce à la gueule, On était branchés sur le cosmos en tabarnak, mon gars. On vibrait. Je te le dis, man, j'en ai des fucking frissons, man. OK? Ouais. Et il y a un mois qui passe, on fait les funérailles, machin. Moi, je prends les cendres de ma mère et je les plante sur ma terre, à Denham. On est sur la terre, on vient de planter les cendres, les gens sont partis. On a quand même fait, je dois dire, une belle fête parce que malgré ça qui était une grande tragédie, elle, c'était une clown, c'était une ventriloque, c'était une pince. Ouais, je t'écoute, puis je pense pas que c'était une sévère. France, c'était Robin Stella. Peut-être t'as vu Robin Stella, c'était Robin dans Robin Stella. C'était une super actrice, c'était une marionnettiste incroyable. Moi, c'était ma clown céleste. Elle m'a appris, elle m'a donné le goût de jouer, elle m'a fait comprendre. Littéralement jouer, comme tu venais de dire. Là, on se met un costume, on va au casino, puis on dit à des madames de repérer les affaires. Ouais, le jeu de la vie, puis de dire que l'imaginaire. Il se ressemble beaucoup là-dessus, au niveau de l'imaginaire. Moi, je regarde pas nécessairement la vie avec les yeux qu'ils ont. Et ça, il se ressemblait beaucoup là-dessus. Ah, cool! On faisait de la peinture ensemble depuis que j'ai 7 ans. Là, genre, on était vraiment des grands amis aussi, puis c'était des grands amis de mes parents. Puis donc, on a honoré, même si l'acte était brutal, on disait, attends, elle aurait voulu qu'on joue de l'accordéon, puis qu'on se marre. Là. Quoi qu'il arrive, ça l'aurait fait vraiment chier qu'on soit tous habillés en noir. On l'a fait aussi. Là, mais elle n'aurait pas aimé ça participer à ces funérailles-là. Pas du tout. Voilà. C'est toujours des funérailles un peu qui vont rendre fier le défunt. Oui, non, là, on a fait un truc magnifique, plein de lumière et plein de... On avait une lanterne au ciel. Avec... Ouais. Puis on en a viré une crise aussi, on était chaud. Ah ouais, let's go! Let's go, man. On en vire une, puis dans l'émotion, dans la montée du feu, puis tout ça, le soir, Hugo m'a pris, puis il m'a dit, hey, man... faudrait le faire, man. On l'a fait, man. Appelle-le, Lou. Appelle-le chez Saint-Laurent TV, man, ton producteur, là. Appelle-les, man. On va Puis Lou, pour le connaître un peu, Lou Bélanger, votre producteur, il est déglingué. C'est une des personnes les plus cinglées du monde. Ouais. Alors, plus l'idée est fucked up, Lou, il n'est pas de genre à dire ton idée est trop fucked up. Il va dire ton idée est fucked up, on va racheter des stéroïdes, OK? Oui. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Direct. Puis on s'est tout de suite rencontrés, puis on a fait, lui, il serait dans le SWAT team. Il y a quelque chose de un peu du moteur aussi. Oui. Ce qui est cool avec aussi les policiers et les motards, c'est les mêmes personnes. Juste qu'ils choisissent ce t-shirt. La série exprime ça d'ailleurs, mais je pense qu'il faut faire le pont. Tout le long, on est dans la dualité. On est dans le yin-yang des deux qui s'entre-répondent. Et finalement, ils veulent la même chose, ils veulent du beurre. T'sais. Et même chez les motards, il y en a qui sont moins pires que d'autres. Dans toutes les zones, il y en a qui travaillent bien, puis il y en a qui travaillent mal. Voilà. Il y en a qui respectent le code, il y en a qui ne respectent pas le code. Exactement. Mais c'est deux gangs, et c'est deux gangs très solides. Mais de là, la loi, c'est la loi. Donc, les deux lois sont les lois. Prends la loi que tu veux, mais ça pourrait être la foi, c'est la foi. Tu crois en quoi? Là? C'est quoi ton... C'est une grosse ligne, là, grosse phrase à deux scènes, puis en même temps, c'est le Duralex, Sedlex qui était... Tu sais que c'est dommage avec les trucs qu'on dit clichés, il y a un fond de vérité tellement solide. C'est des tout le temps. Toujours. Ouais. Alors, c'est ça, il se passe ça la semaine d'après. Il appelle tout de suite Lou. La semaine d'après, on a un rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, ça a déboulé. On a déposé à TV5. Emile a déposé à TV5 à Créateur en série. Et puis, 1 an plus tard, jour pour jour, on gagnait à TV5. Good. Donc, c'est un concours. Ouais. C'est un concours Créateur en série. C'est un dépôt de projet, mais c'est quand même un genre de concours. C'était filmé? C'est un truc filmé ou c'était simplement un document? Le teaser, c'était pour... non, c'était des dépôts physiques avec un teaser. En avais-tu le teaser? Non, on l'avait pas encore. Le premier tour. C'est des dépôts. Des dépôts de papier, là, il faut que sur le papier, le monde soit d'accord. On a monté toute la Bible, puis tout ça, on a tapé comme des malades. On est vraiment parti en scénarisation. Puis c'était pas nouveau. De mon côté, j'écris depuis toujours. Puis j'ai étudié en cinéma, j'avais déjà écrit des scénarios. Puis je fais partie de celui qui a le cimetière des œuvres inachevées. Là, j'en ai beaucoup là, dans mon ordinateur. J'ai une couple de longs, j'ai une couple d'affaires, j'ai des sketchs, j'ai des albums de trap, de hip-hop, j'ai plein d'affaires que j'écris, mais je sors pas les trucs parce que je suis perfectionniste. Puis, ça a été, écoute, à partir du moment où on a gagné, là, c'était fou raide. Moi, je suis entré en mode la loi, c'est la loi, mais solide parce que j'avais la chance de pouvoir exprimer mon art, mais dans tout son amour, dans le sens où moi, c'est la cascade, le slapstick, Chaplin, l'humour social, l'humour... les punchlines, il y a beaucoup de jokes dans votre truc. Là. Ben ouais, c'est ça, tu sais,
on est comme ça, on aime ces humoristes-là qui défendent quelque chose et qui dénoncent quelque chose, comme Coluche, tu sais, du monde de même. Ça, je trouvais que la police, c'était une belle zone pour... Tu peux pas te décrocher avec le saut. Parce que quand tu décroches l'étiquette, tu peux plus le donner après. Il n'y a plus rien qui tient. Là, puis, comme dans l'épisode 2. C'est ça. Si tu décroches puis ça chie, tu sais, l'intervention, si tu manques de sucre, tu ne passeras pas. Puis il n'y en aura pas. Tu ne pourras pas aller au bout. Puis là, ben c'est ça. Ça a créé deux bébites là, qui ont finalement embarqué. Une question un peu technique. Comment vous écrivez? Est-ce que vous écrivez chacun de votre base? Est-ce que vous écrivez ensemble? Est-ce que vous jouez, puis vous improvisez, puis vous le mettez sur papier? Pour écrire une scène, comment vous fonctionnez? Dans ce cas-là, on a vraiment travaillé comme... Moi, j'avais ma façon de travailler d'un côté que j'ai vraiment mis de côté parce qu'on était ensemble, puis qu'on a commencé, honnêtement, on a écrit. Des fois, on se rassemblait. Au début, c'était avant que ça soit sérieux. On avait déjà écrit des punchlines. On avait écrit les 10 commandements de la police. Puis on était dit, OK, tu ne voleras point, mais on fait un épisode avec un hold-up. On avait déjà brainstormé. On avait brainstormé plein de trucs. Puis des fois, on prenait notre cellulaire, quand on avait des flashs, on s'envoie des messages vocaux. Là, puis là, on est là, OK, je suis principalement sur Saint-Hubert. Ça a dégénéré. Là. On a passé l'année à faire ça. Un petit peu timbré. Ouais. Fait un peu autiste. Tu sais qu'un projet a du potentiel, quand tu n'es pas payé, ça va nulle part, puis tu continues à y réfléchir. C'est ça. Voilà. Après, il faut quand même raconter une histoire, avoir une timeline, avoir une structure. Puis, on a vraiment réécrit beaucoup avant d'arriver à surtout le format. Tu choisis ton format, puis le format change tout. Là. Entre un 10 puis un 22, tu es ailleurs, puis entre un 45, tu es complètement ailleurs. Fait qu'on a créé des personnages, on leur a donné du fond, on a travaillé quand même comme des acteurs pour écrire, je pense, des rôles que nous, on aurait eu envie de jouer. Même s'il y avait 3 lignes, il n'y a aucun, je pense, des rôles dans la mini-série qu'on sent qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a juste pas de personnage, qui est juste nous faire un gag. T'sais. Moi, j'ai toujours pensé que François Letourneau, c'est pour ça que ces séries sont si bonnes et les personnages sont si bons, parce que c'est avant tout un acteur. Fait qu'il écrit des personnages qui sait que ses amis acteurs vont triper. Tout à fait. Une belle inspiration. Gros shout-out à François Letourneau, à toute l'équipe pour la dernière. Là, c'est comme ça que je t'aime. Wow, merci. Ça, c'est vraiment inspirant. Ça donne envie de continuer. Ça donne des ailes. Ça donne des ailes, des projets comme ça. Il y a 2 types de projets qui donnent des ailes. Les super bons, puis les vraiment poches qui disent, je peux faire mieux. Ouais. Absolument. Dans le centre, que tu fais, mais les vraiment extraordinaires, puis les poches. Ouais. Puis après ça, c'est ça. La technique s'est développée ensemble, mais on se connaît tellement, il y a vraiment quelque chose entre nous deux qui va être naturel là-dedans. Après, pour tout structurer, on est arrivé à un point, on avait tous nos épisodes, puis ça pétait en crise. Là. Il y avait des poursuites, ça tirait de la mitraillette, puis parallèlement, il y avait aussi des dialogues. On aime les longs dialogues, moi j'aime les scènes au cinéma. Il y a des épisodes qui répètent. Il y en a plusieurs, c'est presque ça, c'est un lieu avec des longues conversations quand même. Là. Ça, j'aime ça. Puis oser ça dans 12-13 minutes, de se lancer le défi, que ça soit dans le ping-pong des dialogues, dans la finesse de comment ça qu'on garde le côté. Il n'y a pas de ligne de trop. Il y a toutes les répliques. Soit ça avance l'intrigue, soit je comprends de quoi c'est le personnage, ou soit c'est une punchline. Il n'y a pas de. Je sais pas pourquoi il dit ça, pour c'est nécessaire que l'entende. Il y a toujours une raison, c'est cool ça. On a pris de l'avance sur plusieurs départements. Après, on a eu la chance d'avoir, moi j'avais une genre de super liste là, de créateurs, créatrices que j'aimais depuis longtemps, puis que j'aurais aimé ça travailler avec. Puis je les ai pas mal tous contactés, puis ils ont pas mal tous dit oui, puis ceux qui ont dit non, ils étaient full occupés. Fait que c'est sûr qu'on avait des top guns dans tous les départements dévoués qui ont mis tellement d'amour. Fait que ça a fait avancer. Puis après ça, les acteurs viennent booster la chose, mais il faut quand même bien raconter ça. Puis on a eu à un moment donné un nœud dans la fluidité pour lier ces épisodes-là. On ne voulait pas faire du sketch non plus. Fait qu'on a appelé, j'ai rencontré Romain Dumont sur un court-métrage de Jean-François Sauvé. Jeff Sauvé, qui est un réalisateur, il a fait son premier court-métrage il y a 2 automnes de ça, chez Les Heureux de ce monde, qui va sortir bientôt, qui est un film en noir et blanc dans une maison de Laval, une espèce de monster house de Laval, 2 gangsters, des loot crack qui se ramassent avec une situation vraiment fucked up. Wow! On va voir, ça va être intéressant. Puis Romain Dumont avait travaillé sur le scénario, je l'ai rencontré, j'ai dit « OK, man, ça, c'est un cerveau. » Puis c'est un des... C'est celui avec Tony Conte, là? Non, ça c'est le film un autre film de Romain. D'accord. Je ne joue pas dans celui-là. Dans la même veine? Dans la même veine, oui. Dans un certain sens. Puis Romain, il est jeune, tu le vois, là, comme je l'ai rencontré, puis déjà un contact d'amitié, d'amour tout de suite solide, mais j'ai dit hey, man, tu voudrais-tu
nous aider à ficeler des trucs. Puis, tu sais, lui, il fait ça jour et nuit. C'est un dévoué. Ça va être un Romain Dumont. Retenez ce nom-là. Ce gars-là va être important dans le cinéma au Québec, à travers le monde. C'est un gars qui il le fait pour vrai. C'est les vraies raisons. Il fait du cinéma, puis il se questionne, puis il écrit sur le cinéma. Il a 26 ans maintenant, puis il est vraiment allumé. Là, Puis lui, il rentrait avec nous. Puis quand il est rentré avec nous, mais ça a même créé un trio. Là, à partir de là, il est arrivé plus tard dans le processus, mais là, il va même nous suivre pour le reste de l'aventure parce qu'on a vraiment créé quelque chose. Avec lui, on est prêt à attaquer des 45 minutes. Là, on est comme... Est-ce que c'est votre objectif? Montrer de 15, une demi-heure à 45? On va peut-être essayer. On se laisse assez la vie ouvert, aller. ce qu'on veut, c'est le maximum avoir le temps de l'écrire. Le temps de qualité. Puis avoir les moyens, c'est sûr, pour pouvoir le faire. Puis ces moyens-là, nous, l'idée aussi, c'était de faire travailler plein de gens qu'on n'avait pas tant vus, puis qui avaient vraiment du potentiel, puis qui puissent avoir de quoi se mettre sous la dent en créant des trucs qui les inspirent eux aussi, que tout le monde soit dans un bateau, puis de changer un petit peu certains paramètres qu'on a, puis d'écrire des rôles que nous, on a envie comme acteurs de jouer, puis qu'on ne se fait pas tout le temps offrir ou quoi, mais pour les autres aussi, de faire travailler des nouvelles équipes, puis avoir un nouveau souffle. C'est quoi? Comment vous faites comment vous faites quand on vous offre un rôle plate, mais tu sais, il faut le faire parce que dans la vie, quand je dis qu'il faut travailler, c'est pas une question d'argent, c'est une question de c'est votre métier, vous devez le faire. C'est comment avoir un rôle pas bon? Ben, écoute, moi, en premier, je te dirais que c'est les créateurs, créatrices qui sont sur le projet. C'est que quand je me fais approcher, j'aime ça, je me questionne, je regarde c'est qui est là, puis il y a tout le temps, il y a plein de monde, tout le monde qui travaillent dans ce métier-là sont passionnés, puis il y a tout le temps plein de gens intéressants avec qui tu peux avoir des affinités que tu vas rencontrer. Après, il y a toujours un personnage à défendre. C'est un super défi de se retrouver avec un texte qui t'inspire moins ou des histoires que, ça t'allume pas plus que ça, mais d'y plonger puis d'essayer de rendre ça bon, puis d'être présent puis de donner de l'amour pour que ça existe, pour que ça... C'est possible, mais moi, j'avoue que j'ai quand même été des fois un petit peu quand même difficile, puis il y a des trucs que j'ai pas fait parce que... artistiquement, ça me faisait pas battre le cœur, mais par nécessité. La pire affaire que tu peux faire, c'est dire oui, puis sur le plateau, chialer, puis taper du pied. Ça, c'est ça. Mais ça, fais-le pas dans ce temps-là. C'est pas. Il y a eu de projets sur lesquels je m'étais ramassé, même la figuration. Moi non plus, pas tant, j'en avais fait. J'ai toujours trouvé quelque chose. Il y a quand même toujours eu quelque chose. Il y a des trucs un peu plus moins inspirants, mais sinon, tu le fais pas, honnêtement. Puis tu apprends toujours quelque chose, puis c'est toujours dans le processus de création. Mais... En stand-up, ça m'est déjà arrivé que je faisais du matériel que moi-même j'avais écrit, puis en le faisant, en le cassant, comme on dit, tu le dis à haute voix devant des gens, puis tu fais « Aïe, ils sont bien stupides. » non. Mais tu es ça avec ton idée. Il y a des gens qui te regardent, qui font « T'as vraiment pris la parole pour dire ça? » Là, tu dois mentir. Tu fais « Non, c'est brillant ce que je viens de dire. » au bout de l'idée. Mais il faut se mettre en danger. Là. C'est un des premiers trucs, se mettre en danger. On le sait depuis le premier jour, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se mettre en danger, il faut se pitcher dans l'eau. Faut se mettre puis honnêtement, il y a aussi une partie, des fois, il faut l'assumer aussi. Arrêter de te sentir mal, c'est business, puis tu as besoin de manger. Puis moi, des fois, oui, sérieux, j'en arrachais en asti. J'avais fait des choix au début de ne pas faire de pub, de trucs, puis de bûcher pour pouvoir faire mes autres projets. Puis je me disais, hey, ça va être alimentaire, ça va booster mes autres projets. Puis souvent, j'ai été surpris. J'ai fait, hey, finalement, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Cool. J'ai appris, c'était cool. Puis c'est une expérience de plus. Puis tu veux vivre de ta création. Moi, j'ai fait un pacte. Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom, le grand réalisateur suédois. Là. Il y en a plusieurs. Bergman, c'est ça. Bergman, il a rencontré une de ses muses sur une pub de savon. C'est-tu pour Persona, ça? Non, ça s'appelle Bibi Anderson, je pense. Puis il l'a rencontré sur une pub de savon. Puis il a fait « Je l'aime », puis c'est devenu sa muse, puis c'est devenu comme... S'amuse. C'est que des fois, quand tu fais un truc alimentaire, c'est une bonne anecdote qui résume bien. Tu fais juste du monde sur qui tu tripes, tu sais. Sinon, c'est comment le tournage? C'est comment tourner un truc complètement fou comme ça? Aussi, vous êtes tellement différents dans vos personnages. Là. C'était complètement cinglé. C'était une vraie descente. On a braqué la banque. Là. Il y avait vraiment de l'adrénaline. Il y avait de l'adrénaline. Le temps, là, il comptait tellement. On n'a même pas regardé le moniteur. Tu sais en combien de temps on a tourné ça? Vas-y. 9 jours. Non! 9 jours. Tous les lieux confondus, toutes les séquences, là, tout confondu. C'est impossible. On faisait des...
Tu sais, ça allait. Ah ouais, puis on avait beaucoup de découpage. Tu sais, je veux juste dire un truc là, avant de continuer. On faisait du name dropping. Là. On a quand même rencontré la vraie personne qui a rendu finalement, mais pas la vraie personne parce que tout le monde est important. On va se le dire, mais c'est Vincent, c'est le réalisateur. Tu sais. Ben oui. Quand même, et moi je le connaissais pas du tout. Mais j'allais y arriver parce que c'est un des plus gros morceaux de tout ça. C'est lui qui a fait le teaser. Rencontré. On a déposé à TV5, on a gagné le premier tour, puis au deuxième tour, TV5 demandait un teaser de 2 minutes pour déposer au FIP. Le FIP, bon, ça marchait au nombre de vues. On a eu 30 000 vues. Hein. Ouais, mais c'est pas exactement le nombre de vues, mais oui, quelque chose comme ça. Je crois qu'il avait dit c'est la popularité du truc. Moi, j'avais lu ça dans les critères de sélection. Mais bref, on l'a pas eu. Mais on a donc fait le teaser. Et c'est avec Vincent qu'on a tourné le teaser. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, que toi, tu l'as rencontré. Que moi, Parce que moi, je l'avais rencontré quand il arrivait de Québec, puis il faisait un clip pour Cri, musique électronique. Tu connais Cri, un artiste? Non. Tu regarderas Cri, gros beat. Cri, c'est un de nos gars. Il vient de signer avec Anouda Jeep à Londres. C'est un gros label de musique électronique. Là. Puis il travaille avec Jesse McCormack, avec plein de monde. En tout cas, avec Charlotte Cardin. Il fait plein de musique. C'est le frère d'Alexogène Dubé. Et c'est ça, on faisait un clip qu'on a fait avec 200$. Puis Vince, il arrivait à Montréal, puis il arrivait là, avec les yeux brillants. Un autre jeune WizKid là, qui arrivait. Là, je pense qu'il avait 19 ans, 18 ans quand je l'ai rencontré. Depuis qu'il avait 14 ans, il faisait des vidéos de sport extrême. Tous ses boys sont rendus au X-Games. Puis tout. Les cascades, pour lui, c'est une farce. Lui, savait comment. C'est la meilleure personne pour les. En tout cas, moi, dans mon imaginaire, je me disais, mais c'est lui qui va filmer les cascades, man. Il sait comment faire. Il faisait des guérillas, puis il savait filmer. On a fait le clip de Cri sur. Je me rappelle, Oda, ça s'appelle Oda de Cri, c'est le premier clip. Puis, il a tourné ça, sérieux, la DA, le setup, le team là-dessus, 200$, le clip, il se peut pas. Fait que moi, je me suis toujours dit, quand je vais être prêt à faire un projet, Vince, je veux l'approcher, je veux lui demander, puis il n'avait jamais fait de fiction. La loi, c'est sa première fiction. C'est quand même pesant, là. Comme première fiction, dialoguer, ça n'a pas rapport, pour vrai. Là. Moi, j'en connais pas vraiment d'autres. Il y a vraiment de l'expérience, il en a fait plein. Il a fait plein de clips de Corias, de plein de monde. Il a tourné pour plein de trucs, il a tourné des histoires, tu sais, puis il tourne aussi avec plusieurs médiums, fait qu'il tourne avec la Bolex. Ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas dans le chemin. Il n'est pas à regarder-moi, je filme. Vraiment pas. Non, vraiment au service de l'histoire et des personnages. Lui, c'est un guerrier-héros, un vrai de vrai. Il donne son sang pour les œuvres pour lesquelles il travaille, peu importe c'est quoi. Puis ça, man, c'est émouvant, mon gars. Je te dis, j'ai jamais vu. Puis quand on a travaillé en montage, c'est dans les plus beaux moments de ma vie, dans mon processus créatif, de le voir travailler en montage, ce gars-là, c'est une machine. C'est une machine, man. C'est incroyable. Là. Puis il y a une finesse, une compréhension, puis d'être acteur à côté, puis son ouverture de nous. Tu sais, c'est rare des râles qui laissent vraiment, bon, finalement, on est des auteurs, mais on est quand même les acteurs dans le truc, puis de dire, OK, aller chercher la finesse des dialogues, puis d'aller chercher, OK, là-dessus, le souffle est mieux sur ça, même si la shot est plus belle, mais là, on s'obstinait sur ça, mais la fluidité qu'on a eue dans le processus là-dedans, malgré évidemment quelques trucs des fois où moi je peux pas comprendre tout ce que lui comprend d'avance. Mais bref, il est vraiment brillant, presque autiste, sérieux, il comprend le cinéma. Il est comme nous, tu sais. C'est ça. On se retrouve entre... Non, mais c'était ça, là, moi, c'est devenu un frérot tout de suite. J'ai dit, je pourrais jamais te remercier. J'aurais jamais assez de temps dans la vie pour te remercier, Vincent, man. D'être avec nous, puis je crois qu'il se sent un peu de la même façon, quoi, tu sais. C'est comme une troupe, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui est cool là-dedans, ça paraît, c'est vraiment une gang. C'est vraiment un trip de gang. Mon gars, ouais. Et même pour les acteurs, hein, nous, c'est comme ça que je les ai approchés. Qu'on les a approchés, on leur disait, venez faire un tour dans La loi, c'est la loi. Et sérieux, vous le regretterez pas parce que tous les personnages vont revenir. Ouais, personne meurt. On est déjà en train de toutes les développer. Puis, tu sais, la première scène, c'est plus un pilote, hein? C'est comme, tu sais, sans faire des comparaisons, ça pourrait être vraiment en humilité, on va dire en humilité, mais vraiment dans l'idée. Mais il y a un vieux chum en anglais à mon père, là, qui a été le chauffeur d'Offenbach, Jim Wolf, qui vit sa terre chez nous, qui est un esti personnage, mon gars. Mais lui, c'est un vieux sage. Puis il m'a dit, you know, the first, like Twin Peaks, it was an hour. The first show was an hour, and I love, the first hour was the best. Lui, il trippe sur les pilotes.
de séries américaines. Puis il trippe, puis il dit, ben vous avez fait une heure de Un pour être un pilote. On peut rentrer dans la critique sociale de façon, on peut aller Oui. profondément. On va se servir de ces archétypes-là. La mère chef de la police, tu sais, elle peut aller loin, là, Pascal, on va y écrire un petit part, puis le maire Benz-Antoine, tu sais, la mairie est haïtienne, il faut que la mairie soit haïtienne, là, tu sais, ouais. on veut vraiment leur dire, man, ça va plus être représentant de la communauté, man, ils ont la cité, là, genre, on va pousser ça, tu sais, il y a du jus pour écrire autre chose, comme ouais. il y a le duo, mais le duo, il est né, puis même qu'on n'a même pas écrit, le duo, en fait, on l'a vraiment écrit mais pas tant pour nous, on a écrit toute la structure pour les personnages, le duo existait, puis même le travail de duo, on a réalisé 1 mois avant de tourner, on était comme, hey, là, il faut se voir pour genre le dynamiser, puis que nos personnages, on les travaille. Moi, d'habitude, je travaille bien plus en amont même sur le personnage, puis en l'écrivant, j'écrivais pas mes lignes pour Steve, on écrivait, moi, perso, j'ai vraiment essayé de me détacher pour écrire ça, puis moi, c'est le contraire. Puis Hugonin, c'est le contraire, tu vois. Moi, c'est mon clown, là. C'est mon clown. Moi, j'ai fait des bandits dans tous les... Je fais tout le temps des bandits, tout le temps. Et là, je me suis dit, fuck, c'est le suprême bandit. Il y a la loi derrière lui, man. Puis en même temps, c'est pas vraiment un bandit parce que c'est un gars qui est convaincu, comme disait Émile, tu sais, c'est ça qu'on a voulu. Il y a un bon cœur. Mais bien sûr. Et à la rigueur, peut-être qu'on lui a dit, fais ça. C'est nono, là, mais quand il arrête un itinérant, il croit vraiment que c'est une bonne affaire puis il aide le monde. Oui. Absolument. Puis on a quand même, faut le dire, moi, il faut le souligner quand même que derrière cette espèce de rendre touchant ces personnages, il y a quand même une critique du travail dans la dramaturgie un peu du cinéma américain. Puis tout ça, on va toujours rendre disons, on va dire les oppresseurs ou les personnages qui, dans le fond, pour vrai, les personnages, ils ont quand même des commentaires, même racistes, ils sont comme... Ils sont formatés, ils sont systémiquement brisés. En fait, ils sont plus systémiquement brisés. Leur vie personnelle, puis de jouer du violon, puis de voir leur enfance brisée, c'est un peu un pied de nez. On rit un peu de ça. On n'est pas très ancré dans un sérieux de dire oui, ça les a formés, mais il y a une critique aussi, un œil d'amateur de cinéma, puis tout ça qui est derrière, qui est critique, qui ne sera pas vu par tout le monde, mais qui est là-dedans, puis il y a du comique là-dedans à aller chercher. Il y a comme un truc dans la mélodie de tout ça qui nous permet d'aller loin dans le jeu de tout ça, puis de jouer, là, c'est de l'hyper-drame, là, tu sais, sur pas grand-chose, mais comme, tu peux aller loin, tu sais. De voir aussi les hommes forts brisés, puis une espèce de proximité presque homo-érotique entre leurs... Le premier Bad Boy... Politiquement, c'est voulu. Le premier Bad Boy de Will Smith, Martin Lawrence, il y a des grosses jokes sur le fait qu'ils sont homo. C'est une grosse joke, là. Ils sont peut-être homo, hi. Même le premier Beverly Hills Cops, il y a plein de sous-entendus que le personnage d'Eddie Murphy est homosexuel. Le côté paramilitaire, moi, qui m'intéresse pas, mais tu as le côté frère solide. Là. Entre eux, ils s'appellent, entre les policiers, selon eux, c'est une espèce d'ethnie qui s'appelle les Bleus. Oui. Pour eux, c'est pas des Noirs, c'est pas des Blancs, c'est des Bleus. Oui, c'est ça. Tout à fait. Comment vous faites pour... ça, c'est peut-être moi qui est extrêmement narcissique. C'est-tu tough? Est-ce que vous avez changé vos apparences pour le rôle? Hey man. Très laid pendant... Non, faut qu'on... ma blonde, au début, c'est sûr qu'elle tripait pas. Là. Quand je suis arrivé en Steve Lheureux avec ma moustache molle puis mon casque d'inquisiteur, elle a dit, ça se peut que pendant 2 mois... On fasse pas l'amour. Non, mais honnêtement, j'avoue que moi, c'est mon look le plus laid que j'ai eu. Non, mais parce que c'est pas beau tout de suite. Là. Non. Mais c'est pas de nous, hein. Non, ça, c'est une création Alors, si tu d'un contrebandier vietnamien. Il fait des coupes de cheveux. Patrick Watson va se faire couper les cheveux chez lui. C'est un mec qui est dans le je le dis parce que le jour où je l'ai appelé pour lui dire « Je veux me faire couper les cheveux », Here come the river. Il a eu l'idée à cause qu'il est allé se faire couper chez Kenzo. Suite à une conversation sur l'amour et sur la fin du monde. Donc, en tout cas, il a aimé, il avait entendu ça à la radio et je lui ai dit, ben justement, c'est chez Kenzo, chez ce mec-là, que je veux qu'on aille se faire nos coupes de cheveux. Alors, c'est le jour des élections, on va là-bas, je prends rendez-vous avec Kenzo à 20h. On va être là à 20h. Alors, Kenzo... Qui se coupe les cheveux à 8h le soir? Oui, non, mais c'est pas de problème. J'ai 5 minutes à côté, je vais venir couper les cheveux, pas de problème. Alors, à 20h, on arrive là. Et il n'y a personne. Et les lumières sont éteintes, il n'y a personne. Man. Là, je fais « Ah, tabarnak, ça se peut pas. » Je l'appelle. Il répond. Je ne sais pas où il est, mais... Il a fait une réunion de famille. Une réunion de famille. Il me dit « Là, c'est les élections, là. » Mais tu sens qu'il est un petit peu chaud d'ail, tu sais.
Là, c'est un peu... Tout aux élections. Qui aux élections est comme, oh, moi, là, je m'arrache aux élections. Cette section-là. Et il me dit, je vais là à 10 heures. À 10 heures, je vais là, à 10 heures. Chris, le gros, 10 heures, 22 man. heures, man. 22 heures, se faire couper les cheveux. Il est chez fucking toi, 20h15, man. il se pointe avec du champagne. Attends, Non, là, d'abord, oui, nous, attends. on va à côté dans un petit bar, on se dit, on va aller prendre un verre à côté, on va attendre, ça n'a pas d'allure. Emile a failli s'en aller, il a dit, écoute, man, c'est au théâtre, il était là, ça marche pas, c'était comme, non, man, reste ici, là, on est là, c'est Kenzo qui nous fait nos coupes, c'est important, man, comment? On va aller prendre un verre, tu sais. Non, on va prendre un verre à côté. Quand on sort, lui arrive, une bouteille à la main, nous aussi. Il y a une autre bouteille dans son sac. On rentre dans son salon. Il y a des gargouilles en jade, genre des boudins en jade. Là, tu sais, c'est comme, le gars, il a un assis de vécu. Là, ça ressemble à une place de contrebandier. Vraiment. Faudrait que tu t'envoies une photo. On a pris des photos ce soir-là, man. Il était debout sur son comptoir, danse, là, en train de danser, mon gars. Il était en furie. En feu. Puis il nous a fait, là, on lui a collé un peu ce qu'on voulait. Tu sais. On lui a On parlé. lui a dit, bon, tu sais, ça va sûrement être cop, ce gars-là, on va la tailler, la moustache Belle comme grosse ça. moustache de Moi, j'aimerais Hells ça être Angels. quand même douche, là, tu sais, mais comme en beau dégradé, peut-être tu peux me faire un éclair, on va voir, mais tu sais, peut-être trop, là, on veut comme un style vraiment cops, de schlag typique, etc. Il a fait Émile pas. Ah oui, ok, Il a oui. regardé Émile. OK? Émile s'est assis, il a regardé Émile. Et là, tac, il a commencé à faire le bol. À main levée. Au blanc, man. Clac! Et c'était une coupe parfaite de bol. Et quand il a eu fini, j'ai fait, c'est génial, mon gars, c'est génial. T'es à la fois le prêtre, t'es à la fois l'écolier, t'es le naïf, c'est parfait, c'est génial. Mais c'était osé, là. Oui, On était ailleurs. c'est parfait pour faire de la comédie. C'est Ouais, pas puis ma parfait moustache est blonde. pas parfait pour tomber en amour. Là. Non, Non, puis pas nous, pour on tomber en n'était amour. pas tant sur cette vibe-là, je te dirais, en rentrant dans le salon, là. Non, le but, c'était d'avoir une coupe de cheveux. C'était plus... Le gars le plus étrange du monde pour faire une coupe de cheveux que juste lui. Donc là, moi, je me mets sur la chaise et il commence à me raser la moustache. Et moi, je sens très bien qu'il est en train de m'enlever les poils que j'ai d'en face. Et moi, c'est long, là. J'ai pas de poils, vraiment, tu sais. Donc, c'est long à pousser et tout. Et moi, je me suis construit le personnage comme ça. Mais je ferme ma gueule, tu sais. Kenzo, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Tu lui dis pas comment te faire couper les cheveux. Tu peux l'inspirer, mais c'est un artiste. Le gars, il va faire comme il veut, man. Et puis, mon frère est déjà arrivé chez moi comme petite anecdote, mais il me dit « Chris, regarde ce qu'il m'a fait, asti. Il m'a fait une coupe de lesbienne. » Mais bref, il m'a fait ça. Et quand il était devant moi, presque assis sur mes genoux, à califourchon, presque sur mes genoux, en train de me raser. Et parce qu'il... C'est qui ce gars-là, man? Il est exceptionnel! Il a pas coupé les cheveux, man. Faut que t'ailles de... Je pensais, je veux dire, on ne racontera pas une histoire de coiffeur pendant 30 minutes. Mais- Non, parce que c'est la meilleure. Toutes les histoires de coiffeurs sont plates à part celle-là. Pas la queue de robe, elle part Il a derrière. fait un écureuil, genre. La queue de Moi, j'adore non. ta queue de cheval en arrière. Ta queue de cheval à Obi-Wan Kenobi, c'est extraordinaire. Non, mais c'est génial, là. Et franchement, là, quand il s'est donc retiré, moi, je suis devenu blanc. Ouais. Je suis devenu blanc. Parce que, tu sais, on tourne dans genre une semaine, man, on a convoqué tout le monde, tout, puis c'est quand même les deux personnages principaux, c'est le Steve, c'est la brand du duo, là, qu'on a inventé, puis là, c'est pas ça, man, là. Mais on se regarde les deux, là, on se regarde dans le miroir, on est ensemble, man, d'un coup, là, illumination. Illumination, là, je fais, c'est du génie. C'est rare C'est que du c'est génie. Laurel et esti. Hardy, c'est Chaplin. Nos personnages sont là, ils sont nés, man. Je te dis, Et puis lui, là, il commençait à être mal, Kenzo, là, parce qu'il voyait bien que j'étais comme, tu m'as coupé ma moustache, Kenzo, ma moustache. Puis là, Émile, il fait, oh non, t'as plus de moustache, ta belle moustache. La belle moustache, yes, man. Finalement, c'est ça. On est sorti de là en Steve Perrick, puis sérieux, ça n'a pas décroché. C'est du génie. C'est ça. Et t'avais plein de facilités Et moi, c'est débiles Chaplin, dans c'est le quelqu'un qui m'inspire beaucoup, mais j'aurais jamais fait la moustache faut parce oser que le faire, c'est là. trop près d'Hitler, tu comprends? J'aurais jamais osé le faire. Il y a plusieurs hypothèses que Hitler s'est inspiré de Chaplin de sa moustache. Parce qu'il s'est dit Charlie Chaplin, c'était ouais, le tout à plus fait, grand, la plus grande star de Oui, l'humanité. La Fait que planète. si j'ai sa moustache, Voilà. on va m'aimer. tu sais. Oui, et tu sais... Et le miroir du dictateur qui finisse par l'imiter oui. avec sa moustache à lui. C'est Ouais. incroyable, là, comme Ben oui, vase mais- communicant entre la porte
portée, tu sais, aussi, c'est là la portée politique du comique qui, moi aussi, m'intéresse, puis que je pense que très humblement, on a essayé de faire avec le temps qu'on a eu, mais cette affaire-là, je trouve que ça a un peu disparu. C'est ça qui nous porte, nous, socialement. Dans l'écriture comique, ça a un peu disparu, ça, d'incarner vraiment, réellement comme acteur l'oppresseur pour faire passer des trucs où finalement, il n'y a pas, tu sais, tu disais tantôt, vous avez écrit plein de jokes, il n'y a pas tant de jokes dans ce qu'on a écrit. En fait, on dit les situations sont comiques, mais il n'y a pas tant de blagues en soi, tu sais. C'est ce qu'ils disent, ils sont très sérieux, ça pourrait être très sérieux qu'ils disent que son ami a manqué de sucre et qu'il ne va pas bien, tu sais. C'est sûr que c'est un gag. Mais il y en a plein où c'est la présence et l'incarnation de l'archétype qui devient finalement un petit peu comme qui traverse le temps et qui n'a pas d'âge, puis que ça pourrait être des guerriers, ça pourrait être des centurions romains, les gars, là, avec la même coupe de cheveux, là, avec des boucliers à l'époque, il y a 2000 ans. Puis il y aurait la même attitude très sérieuse de croire en César, là, puis ça serait la même chose que deux policiers douchebags de Schlager qui croient en leur poste de police. T'sais. C'est vrai, ça. Ah, c'est vrai. Fait que, les gars, ça a été formidable. Je vous connaissais pas il y a 40 minutes, mais là, je vous adore. Vous êtes des êtres humains exceptionnels. Votre série est superbe. Ah, merci. Non, les gars, je vous adore. Je vous souhaite un bon confinement. Je vous souhaite une saison 2. Je vous souhaite de continuer à triper. Je suis extrêmement heureux d'avoir passé du temps avec vous. Yeah!